Monsieur le Président, cher Bernard Millet, Monsieur le Secrétaire Général, cher Christian Masset, je vais commencer comme vous avez commencé, Monsieur le Secrétaire Général. J'ai moi aussi du plaisir à me trouver dans ces circonstances. Les Nations Unies ont donc 70 ans, occasion de notre rencontre. Moi, j'en ai 85. Il résulte de cette confrontation de chiffres qu'on s'est déjà rencontrés et que, bien entendu, j'ai appartenu pendant au moins une décennie, sinon un peu plus, les 2 premières décennies, à la FNU de l'époque, et dépensé, non pas dans cette salle-là, qui est une conquête récente du ministère des Affaires étrangères, mais tout de même dépensé pas mal d'énergie à donner contenu, vitalité, incisivité, si j'ose dire, à cette jeune association française pour les Nations Unies dont nous attendions beaucoup. Nous continuons d'ailleurs. La longue période qui s'est suivie entre les deux nous amène à de la mélancolie, et c'est avec une réflexion pleine un peu d'humour, pas trop, avec peut-être un peu de tristesse ici ou là, que je réfléchis à ce qui s'est passé pendant cette période où on a tous rêvé que les Nations Unies en fassent plus qu'elles n'ont fait, et où nous constatons qu'elles ne vont pas très bien. La question de savoir où vont les Nations Unies est un peu celle de savoir comment va le monde. Il y a une grande proximité. Et je crois qu'il va plutôt plus mal qu'au moment de la naissance. Je suis très frappé par la force d'une phrase d'une relation que je me suis faite. On serre la main de beaucoup de gens, y compris quelques criminels de guerre dans les relations internationales. Je veux citer mon ami Henry Kissinger, criminel de guerre pour cause de combat. Je crois quand même qu'il en avait un peu trop fait, mais tout de même une grande cervelle, dont sur le sujet qui nous occupe, la phrase clé est « Jamais au cours de l'histoire, l'humanité n'aura eu affaire à tant de défis aussi multiples, aussi indépendants les uns des autres, aussi cumulatifs et aussi dangereux que dans la présente période. Aucune génération. » Et je crois que Henry Kissinger a très raison là. Et que c'est la clé de notre inventaire. Et notre inventaire va donc partir d'abord d'une première distinction, compétence des Nations Unies, là où les hommes mettent de la violence comme élément principal de leur relation, et compétence des Nations Unies pour le reste. Et je crois qu'on peut essayer de faire la typologie de ces diverses menaces. Cher Henry Kissinger, je dirais que les 3 premières, isolables, n'ont pas grand-chose à voir avec la gestion de la violence, même si on pourrait souhaiter que les Nations Unies soient un outil pour y répondre. Je dirais que la toute première est cet effrayant ralentissement de croissance, cet arrêt de la découverte de la croissance dans le monde développé, avec tout ce qui s'en suit, et par conséquent, chômage, précarité du travail, 30% de la population de tous les pays développés en difficulté. Et cette crise-là, le chômage de masse, il commence, vous vous souvenez tous, vers 1972. Ça fait, nous traînons le chômage de masse et la précarité depuis 40 ans, sans que, bien sûr, le lieu de réflexion, le monde réfléchit sur lui-même, les Nations Unies, il n'y ait plus grand-chose. C'est même pas un sujet prédominant de ces ordres du jour. Le deuxième type de menace est un peu de même ordre, encore qu'il soit très différent dans sa nature, c'est le désordre de la finance, qui elle s'emballe, qui nous fait des crises comme des cyclones. De temps en temps, il y a des cyclones dans le domaine de la finance. Ça n'a aucun rapport avec la crise précédente, mais naturellement, ça aggrave tout, ça déstabilise et empêche d'espérer, et nous n'arrivons pas non plus à une solution qui verrait le monde chercher de manière organisée et collective à se doter ensemble d'outils de pensée et d'outils de mise en ordre de l'organisation financière de la planète. C'est le deuxième type de menace. Troisième grande catégorie, la pollution généralisée sous toutes les formes qu'on connaissait jusqu'à ces temps derniers, pollution chimique, pollution biologique et pollution par les déchets.
Et puis à quoi il faut ajouter l'effet de serre, la quatrième grande. Et de ce côté-là, on peut simplement regretter que le monde n'ait pas fait grand progrès dans la définition des fonctions de son organe commun. Où est-ce que l'Organisation des Nations Unies a placé ses espérances et aimé son devoir? Je rappelle que la Charte des Nations Unies comporte 17 fois l'expression sécurité internationale, que sur ces 17 fois, 11 sont strictement liés aux compétences et au mode de fonctionnement, au mode de saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies, sans que pour autant, jamais nulle part, et surtout pas dans la Charte, et même pas dans les documents préparatoires à la Charte, on définisse ce que c'est d'ailleurs que la sécurité internationale. Nous sommes voilà sur le point charnière du petit propos que je tiendrai ici. C'est par une coutume quotidiennement confirmée depuis 70 ans. Je trouve ça délicieux. Les Nations Unies, en 70 ans, le Conseil de sécurité se réunit tous les jours depuis 70 ans, sauf les dimanches et les fêtes carillonnées de l'Église catholique. Probablement au grand scandale de quelques autres églises d'ailleurs. Et il se réunit pour examiner ce qui sont les menaces à la sécurité internationale, définies comment? Uniquement au cas de menace de l'emploi d'armes à feu. Point. Nous nous suffisons depuis 70 ans cette décision vérifiée quotidiennement. J'ai eu l'honneur et la chance peut-être d'assister 2 ou 3 fois, tantôt comme expert, une fois au nom de mon pays, enfin, une autre fois comme chef d'ONG, les armes légères, etc., au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est assez impressionnant. Et en même temps, on se rend bien compte de la minceur des moyens. Bref donc, j'ai observé le monde se saisissant lui-même des problèmes de la violence pour essayer de les traiter. Et c'est lorsqu'il y a menace pour la sécurité internationale définie comme la tradition des Nations Unies levée uniquement à travers l'emploi de la violence, que le Conseil de sécurité se saisit. Une des premières questions que je me suis posée à travers tout ça, j'ai envie de la poser dès aujourd'hui. Je ne voudrais pas, mon cher Bernard, mettre au commencement et à l'acte refondateur de l'avenue deuxième version de la pagaille dans la conversation et le dissensus dans nos débats, mais je me demande quand même si ce ne serait pas une offensive intelligente d'essayer de pousser à ce que soit définie la menace de la sécurité internationale. Avec cette belle question, par exemple, le réchauffement climatique est-il une menace pour la sécurité internationale? Est-ce que une crise financière du type de celle des subprimes, suivie de la titrisation, c'est-à-dire la même, 2006-2008, est une menace pour la sécurité internationale ou non? Bonne chance, chers amis. Pour le moment, moi, je suis désespérément classique et traditionnel. Je suis beaucoup moins subversif que certains l'ont cru. Je suis beaucoup moins subversif que, par exemple, François Mitterrand ne l'avait jamais pensé. Mais enfin, je reste donc très sagement sur mon terrain, qui est le dernier. Et donc, je vais utiliser les minutes qui me restent à vous décrire l'aventure de la violence dans l'histoire et au milieu de tout ça, l'aventure des Nations Unies dans la dernière période couverte. C'est une longue affaire. Je me souviens encore, c'était post-mai 68, ça. J'avais fait un petit détour dans ma carrière administrative. Je me trouvais secrétaire général du PSU, une étrange idée pour un inspecteur des finances. C'est pire encore pour un diplomate d'ailleurs. Mais enfin, c'était un aiguillon pour mon mandat de chercheur de paix parmi les hommes. Et j'avais dû participer à un débat sur l'accusation éventuelle du Seigneur Dieu devant la Cour pénale internationale pour disposition d'un peu trop de méchanceté dans la personnalité de l'être humain. Et devant le caractère non curable de cet excès de méchanceté de l'humanité, la nécessité d'une correction de cet excès de méchanceté par des institutions, des procédures, donc la nécessité de l'ONU comme une chose méchante, capable, ayant une force, ayant le droit d'utiliser la force
pour mettre de l'ordre au dérèglement de l'humanité. Et donc, nous avons cette observation que l'humanité est violente. Et ça ne commence pas avec nous. La phrase de Kissinger que je citais tout à l'heure se réfère à l'histoire. Je pense que le collège des membres titulaires et mandarinalisés de cette profession conviendra avec moi qu'on commence à peu près savoir de quoi on parle à propos d'histoire sur 7000 ans, en gros, à peu près 7000 années. Si Homo sapiens doit, lui, friser les 200 ou 300 000 ans, pour autant que je sache. D'autant que ça bouge beaucoup dans la préhistoire, si vous avez lu ça récemment, et les événements qui modifient par un coefficient 3 ou 4 la durée de vie d'Homo sapiens, notre propre espèce, sont tout de même tout à fait considérables ces temps derniers. C'est même une des choses réjouissantes de la période que nous vivons. Toujours est-il que pour ce que nous savons, sur 7000 ans seulement, on compterait une dizaine de milliers de guerres, ce qui est quand même pas mal. Et c'est par rapport à ce chiffre d'une dizaine de milliers de guerres en 7000 ans que je trouve qu'on pourrait commencer notre propos d'aujourd'hui par un hymne formidable. Mesdames et messieurs, un événement. L'une des formes les plus violentes de la violence parmi les hommes. Celle assurément à laquelle les Nations Unies se sont le plus consacrées, qu'elles se sont le plus décidées de traiter. Les guerres internationales, les guerres interétatiques classiques, est en voie de disparition. Bien sûr, ça ne règle pas tous nos problèmes, on va y venir, mais tout de même, je ne peux pas, au dépit de toute logique, ne pas commencer par ce rappel-là. La génération à laquelle nous appartenons, je rappelais avec une certaine discrétion mon propre âge, je dois être un peu plus ancien que pas mal d'entre vous, mais enfin, nous en aurons quand même vu beaucoup dans nos existences. Nous n'avons compté qu'une quinzaine de guerres interétatiques depuis la dernière Grande Guerre mondiale. Cette quinzaine de guerres interétatiques semble aboutir à une fin. Il y en a 5 entre Israël et divers États arabes, toujours réglées par des victoires, sans jamais qu'une paix vienne saluer ces victoires. La conclusion qu'Israël est incapable de conduire une diplomatie quelconque est peut-être un peu rapide, mais enfin, le débouché de la victoire sur de la diplomatie est incertain là. Dans la catégorie comptable, nous sommes devant 5. Il y en a 3 entre l'Inde et le Pakistan, et il n'y en a plus depuis qu'ils ont l'armement nucléaire. Je me suis inscrit en feu contre ceux qui ont conclu trop rapidement qu'il faut rapidement multiplier l'usage de l'énergie atomique dans l'humanité. On n'est pas si sûr que ça marche à tous les coups, que les détenteurs de l'arme deviennent tellement plus sérieux, et j'appartiens à divers mouvements et organisations mondiales qui croient le contraire. Ça, c'est un des méchants sujets sur lesquels il faudra bien que les gens qui s'occupent des Nations Unies se préoccupent d'avoir faire avancer la réflexion. Je ne suis pas persuadé, et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait mon sujet. Toujours est-il, donc 5 et 3, 8, il y a la guerre pittoresque et décorative entre le Pérou et l'Équateur, vous vous souvenez de ça. Il faut rappeler que nous devons au Saint-Siège d'en avoir évité de peu une entre l'Argentine et le Chili sur le partage des terres quelque part pas très loin du Cap Horn, sur le partage de la terre de feu. Il faut rappeler les guerres horribles. La guerre Irak-Iran dure 8 ans et fait quand même 2 ou 3 millions de morts, autant qu'ils m'en souviennent. Il faut rappeler la guerre Éthiopie-Érythrée. Il faut bien sûr rappeler la guerre de Corée. Même caractéristique que toutes les autres, elle dure trop longtemps, beaucoup de morts, et on revient à l'issue de cette guerre au point de départ, sans résultat aucun. Même chose pour la plus étonnante, une des moins commentées d'ailleurs, mais une des plus passionnantes à regarder de près, pour ma part, de toutes ces guerres, qui est la guerre entre la République populaire de Chine et le Vietnam. Vous savez peut-être que la République du Vietnam
a beaucoup cherché à faire bénéficier la qualité de ses relations internationales et sa réputation de sa pratique de l'accueil touristique, notamment des personnes ayant touché à la politique. Et lorsqu'un voyage se passe bien et qu'on est content d'un visiteur, on lui permet en prime d'aller rendre visite au très vieillissant général Giap, qui doit être en train de mourir ou l'est peut-être en ce moment. S'il ne l'est pas, il y a un centenaire significatif. Le centenaire de général Giap, ça c'est quelque chose qui méritera d'être souligné. En tout cas, j'ai eu l'honneur de serrer la main à ce tout petit bonhomme, qui est l'unique général au monde qui, dans sa vie, a vaincu d'abord l'armée française, c'est déjà pas si mal, puis l'armée américaine, et s'était fait le luxe en fin de vie de gagner sa 3e guerre contre la puissante armée de libération chinoise. Formidable. Ce type est d'une drôlerie folle, parle français comme vous et moi bien sûr, quelques études en France, pas d'ailleurs Saint-Cyr, mais tout de même quelques études en France. Et il a organisé une de ces séquences dans lesquelles, quand des États classiques, à forme historique banale, se mettent en guerre les uns contre les autres, nous sommes maintenant dans un État où ça fait peur à toute la région, telle que le monde entier et les États-Unis y ont beaucoup contribué, s'occupent de régionaliser, cantonner, si j'ose dire, le conflit, empêcher qu'il ne déferle régionalement, pour arriver à repousser chacun dans son douar d'origine, si j'ose dire. Et puis, j'ai évoqué très vite la guerre irako-turque. Cette série semble s'interrompre là. On peut la compléter d'une autre. Les experts, beaucoup étaient des diplomates d'ailleurs, pas tout à fait tous, ont qualifié de guerre asymétrique une certaine catégorie de violences effectuées par l'humanité qui ont eu lieu dans ce XXe siècle qui vient de se terminer. Guerre asymétrique, l'Indochine, la Birmanie, oubliée, ça c'est un peu vieux, l'Algérie, le Vietnam, l'Afghanistan, guerre tentée par une nation qui entre dans le sujet parce qu'elle a été colonialiste, et qui se déclenche contre tout un peuple, arrivé à la conviction que le temps du colonialisme n'est plus là et que c'est l'unanimité d'un peuple qui veut une autre issue et qui gagne. Toutes ces guerres étaient gagnantes, elles ne sont plus possibles. Regardez bien la prochaine planisphère qui vous tombera sur la main, la prochaine carte. Il n'y a plus guère de zones de réserve disponibles pour de futures guerres asymétriques. Cette catégorie de guerre paraît terminée elle aussi. Or, dans ces catégories de guerre, les Nations Unies avaient eu fort à faire. Et elles s'en étaient dans chaque cas beaucoup occupées. Donc, on pourrait donner une première interprétation à la fin des guerres interétatiques, qui est la victoire des Nations Unies, l'arrivée à une maturation suffisante de nos opérations de mise en contact des belligérants entre eux, de nos opérations de médiation, de pression au nom de principes généraux des Nations Unies. Ça fait partie éventuellement de tout cela. Mais c'est plus compliqué. Parce que le drame, c'est qu'il nous reste des problèmes de relations de l'humanité avec la violence, sur lesquels nous ne sommes pas très sûrs d'avoir une doctrine bien établie, sur lesquels nous ne sommes pas non plus très sûrs de savoir quelle est la bonne doctrine en matière de paix. À ce point, je ne peux pas ne pas faire allusion aux armes dites de destruction massive, principalement l'arme nucléaire, et aussi biologique et chimique, les armes de destruction massive du pauvre, les armes de destruction massive qui font un horrible dégât autour de chez elles et dont l'ampleur d'usage possible est assez faible. Là, on peut situer probablement une des vraies victoires du Collège des Nations, puisque dès qu'une arme chimique a existé,
le Collège des Nations, il ne s'appelait pas encore Société des Nations même, a formulé les plus fortes condamnations et a accompagné l'arme chimique d'une opprobre internationale telle qu'il y a de la difficulté à assumer si l'on prétend y recourir. Ce qui d'ailleurs semble avoir donné à quelques activistes syriens l'étrange idée, pour mener campagne contre Bachar el-Assad, d'ouvrir dans les rues de quelques villes syriennes des bonbonnes à gaz de consommation populaire au moment où ce qui restait d'avions et ce qui restait de bombes de l'ancien type à Bachar el-Assad tombait sur une population, sa population qui se voulait démocratique. Vous connaissez cette aventure. Je rappelle ici la campagne en cours, car elle a pesé de tout son poids dans le caractère emporté ou peut-être excessif et partial de certains de nos jugements sur cette région, dont je pense personnellement, c'est une pensée privée qui n'est pas très orthodoxe par rapport à la pensée officielle du département aujourd'hui. Mais on parle de la violence parmi les hommes, on est bien obligé de parler de tout. Je pense que ceci a orienté de manière erronée une bonne partie des jugements de mon propre pays. En tout cas, armes de destruction massive, donc nous ne savons pas. Tandis que le nucléaire, le grand problème, c'est la prolifération. Bert le savait en me demandant de venir évoquer ce sujet ici. Se doute très bien d'ailleurs que j'aurais du mal à évoquer cela. J'ai été autorité de dévolution nucléaire numéro 1, Premier ministre, s'il vous plaît, puisque l'hypothèse de la mise en jeu de la dissuasion, c'est l'hypothèse des choses les plus graves, parmi lesquelles, bien entendu, la disparition ou l'indisponibilité du chef de l'État fait partie des premiers cas envisagés. Et j'ai proclamé l'urgence et la pertinence de cette force-face avec une très grande frappe. J'ai changé d'avis après la fin de la guerre froide. Je le rappelle, je ne pense pas que quand on passe de 2 détenteurs de l'arme de dissuasion massive, de l'arme nucléaire, utilisant un code du langage de la dissuasion repéré, analysé, connu, maîtrisé, à 8, 9 ou 10, au nombre illimité de détenteurs possibles de cette arme, avec la probabilité que quelques-uns des détenteurs de cette arme soient des États à la limite de l'existence en tant qu'État, ou soit tout bonnement des États, mais gérés par des fous furieuses ou des enragés, je ne suis pas sûr que les vertus que j'ai mentionnées tout à l'heure à propos de l'Inde et du Pakistan, que l'on observe de l'armement nucléaire comme capable de mettre la paix, suffisent à nous rassurer et doivent conduire les Nations Unies à se rallier à cette vision. Bref, nous avons toujours de quoi nourrir des réflexions difficiles, un peu lourdes, sur ces affaires. Il nous reste donc les armes de destruction massive qu'objet de perplexité. Mais surtout, le terrorisme, car lui a changé de forme. Le terrorisme, pour les gens de ma génération, est un accompagnateur de longue date, puisque déjà, pendant la guerre, je faisais mes études sous un drapeau ennemi. On a changé le drapeau en question, d'ailleurs, pour que le caractère ennemi soit plus voyant, avec une langue que je n'avais point choisie. Et le mot terrorisme définissait la catégorie de gens dans laquelle appartenait mon propre père. Donc le mot terrorisme a accompagné ma vie tout au long de cette affaire. Mais lorsque son usage a été revendiqué par certaines contrées, notamment des nôtres, d'Occident, pour décrire une forme de guerre dont il n'est pas tout à fait sûr qu'il s'agissait de la même. Je me souviens de l'insistance que j'avais mis à faire remarquer que ni d'abord le Viet Minh, ni à peine plus tard le FLN algérien n'avaient jamais tué à l'aveugle en dehors de leur propre territoire national. On parlait quand même de terrorisme. Et donc nous fûmes laxisme dans l'acceptation de ce mot.
Et puis, les militants de causes diverses, inégalement respectables, qui se sont mis à utiliser ce type de moyens, l'ont fait de manière de plus en plus aléatoire et sensible. Et nous avons vécu, sur longue période, une espèce d'extension des zones, des cibles possibles du terrorisme, de manière de moins en moins limitée et crédible. Et cette absence de toute zone d'autocontrôle des terrorismes d'aujourd'hui est une des évolutions les plus graves que nous ayons devant nous. Et ça fait partie sûrement des points d'interrogation que les associations des Nations Unies dans tous les pays doivent avoir. Il y a quelques intégristes tueurs, même dans le christianisme aussi, on en connaît, mais enfin, il n'y en a pas d'État. On connaît dans la religion juive au moins l'assassin d'Yitzhak Rabin, qui fut mon ami. Partout où règne l'islam, qui a vécu son long multiséculaire martyrologe d'humiliation par la colonisation, mais pas seulement, la question de réfléchir à la légitimité des réponses de l'humanité aux situations d'oppression est une des questions auxquelles les Nations Unies auront à faire réfléchir tous leurs membres, y compris, il y en a beaucoup d'Arabes, bien entendu, il y en a beaucoup de musulmans. Cela fait partie des sujets. Donc, terrorisme, mais ce qui est en train de se passer, vous le savez sans doute, c'est une contamination au fur et à mesure que la violence incivile de nos banlieues trouve des occasions de se multiplier, trouve de l'argent pour s'étoffer, s'armer davantage, et que nous avons une espèce de contamination croissante de l'incivilité banlieusarde avec le trafic de la drogue, les trafics des êtres humains et éventuellement le trafic d'armes, tout ça s'armant de plus en plus, et arrivant, c'est une des insistances principales du professeur Alain Bauer, professeur de criminologie que vous avez lu probablement, qui donne au danger de la violence civile dans nos pays développés une acuité, une intensité qui n'avait pas depuis longtemps. Ça devient un vrai sujet, maintenant que nous savons que la plupart des grandes mafias de trafiquants de drogue ou de trafiquants d'armes sont beaucoup mieux armés que la plupart des marines ou des polices et des gendarmeries et des aviations ou des États-nations. Donc il y a du souci à se faire du côté des Nations Unies pour essayer de maintenir un certain niveau de contrôle sur la déferlance d'une violation qui est passée à la délinquance pure et simple dans une relation de moins en moins limitée avec l'organisation civile des hommes. Voilà ce qu'est l'inventaire de la violence aujourd'hui. Il a quelque chose d'un peu terrifiant et il appelle assurément à une réflexion généralisée dans toutes les origines culturelles sur les moyens d'endiguer la violence, de la limiter, de la combattre. Et cette réflexion comporte bien des aspects, dont d'abord une réflexion qu'on oublie trop souvent à propos de son coût. Je pense que l'humanité vit d'autant plus mal beaucoup de ces problèmes de violence qu'elle n'a jamais accepté que le fait de vivre en sécurité avait un coût énorme et que, avant même le droit de tuer pour assurer cette sécurité, il faut savoir que c'est un objectif tout à fait majeur sur l'ordre de grandeur duquel il est prudent de se mettre d'accord de manière à voir quelles contraintes on veut faire subir à un système économique. Voilà ce que ce long parcours m'a conseillé à dire. Mais tout de même, ces Nations Unies, riches déjà de beaucoup de grandes choses. Je pense, dans le résumé sur l'histoire des Nations Unies, d'abord,
Alors plus splendide, parce que la plus inattendue, peut-être pas la plus importante, mais tout de même leur plus splendide résultat, qui est la conduite de la Namibie, du rang de héros marxiste à celui d'État civilisé. Et le cas de la Namibie m'intéresse beaucoup parce qu'il a dû falloir quelques 24 heures à son nouveau chef d'État pour passer d'une culture de guerriero sylvestre, forestier, ayant faiblement fréquenté les institutions, les lieux de savoir de l'Occident, à la défense de la démocratie parlementaire et du capitalisme de libre entreprise, à peu près inconditionnel, à peu près continu. C'est un exemple foudroyant, mais il a fallu 20 ans de Nations Unies pour ces résultats-là. Mais nous devons aussi, ne l'oublions pas, aux Nations Unies et à la défense d'Israël, tout de même, ça n'a pas apporté toute la solution, mais c'est tout de même un des évidents de la solution auquel il vaudrait mieux prendre garde de préserver son existence. C'est aussi aux Nations Unies, il faudrait le rappeler au moment de la COP21, que nous devons la création du groupe international d'études sur le climat. C'est un secrétaire général des Nations Unies qui a, dans le désordre des idées, obtenu, non sans mal d'ailleurs, de deux de ses agences, le petit bousculateur et excité programme des Nations Unies pour l'environnement, riche de son enthousiasme et quasi gauchiste, avec la vieille solennelle et mammoutique organisation météorologique universelle, pour créer le groupe d'études sur le climat, qui est peut-être porteur des occasions de trouver quelques solutions et de les faire adopter par les procédures que la COP21 saura donc mettre en place. Je terminerai mon souhait en souhaitant qu'il y ait beaucoup de monde à l'AFNU, que l'AFNU arrive à faire réfléchir de plus en plus de monde aux conditions de la vie en commun dans l'humanité, que l'AFNU arrive à faire mettre en cause le fond de l'absence de réponse à la violence humaine, qui est l'excessif respect, la sacralisation de la souveraineté nationale. Une des grandes faiblesses des Nations Unies, c'est qu'elles se heurtent à la souveraineté nationale dans la légitimité générale. Et ça, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une tâche de militants de l'AFNU, où il n'y a pas que... il y a 193 à l'ANU, l'Association des Nations Unies, je ne suis pas sûr que ce soit pas un problème sur lequel il faille d'urgence ouvrir la réflexion pour que la saisine des Nations Unies soit un devoir de tout honorable citoyen et un droit de toute section territoriale des associations pour les Nations Unies, aux dépens des excès de la souveraineté nationale, qui, je pense, est bien fatiguée maintenant comme représentative de l'alpha et de l'oméga de l'incarnation d'une civilisation dans un espace territorial organisé. Bonne chance dans toutes ces réflexions et travaillez bien. Merci à vous.